Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. Mimi Mefo, journaliste en service à Equinox Télévision et Radio, s'apprête à passer sa deuxième nuit à la prison de Nebel, ici même à Douala, interpellé au motif d'atteinte à la sûreté de l'État, donc mise en détention. Toute la presse est derrière elle, toute la presse la soutient, donc interdit de se taire face à cette situation. Ils sont 6 au total, oui. 6 enfants issus d'un même père et donc écroués à la prison principale de Bouddha depuis 14 ans. Cela fait 14 ans exactement qu'ils ont été interpellés et donc condamnés à vie dans cette prison. C'est dans la région de l'Ouest Cameroun. Parmi eux, une dame, la seconde épouse donc, de l'homme qui a été tué dans son domicile. Souvenez-vous, c'était dans la nuit du 23 au 24 décembre 2003. Aujourd'hui, ancienne fonctionnaire de police et mère de 6 enfants, cette famille est soupçonnée d'avoir tué le mari de leur sœur. Tous ont été condamnés à vie, on l'a dit, et nous allons davantage comprendre les raisons pour lesquelles ces personnes se trouvent donc à la prison de Bouddha. Aujourd'hui, Regard social est allé rencontrer leurs épouses et leurs enfants pour comprendre un peu comment est-ce que ces familles vivent au quotidien 14 ans après l'incarcération, au tout moins de leurs époux. Aujourd'hui, ces familles abandonnées à elles-mêmes pratiquement. Une fois encore, bonsoir. Bienvenue à cette autre édition de Regard social. Elles sont sur ce plateau, ces femmes, les sœurs et les épouses et même des enfants de ces messieurs et dames qui sont à la prison de Bouddha, la prison principale bien entendu. Et sur ce plateau, Trépan Rose, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Vous êtes la sœur, l'une des sœurs des détenus. Et La sœur de Pouwa Joseph, Tétan Jean-Richard, Kapio Marie. Je suis la petite sœur. Oui, ces personnes qui sont en prison aujourd'hui depuis 14 ans. Depuis 14 ans. Et comment vous vous sentez lorsqu'on vous rappelle qu'ils ont déjà passé 14 ans? Je souffre, nous souffrons énormément. Nous souffrons depuis 14 ans que mes frères sont en prison. Je suis là seule, les enfants. On a eu les décès, les maladies, tout. Nous souffrons énormément avec toute la famille. Les mamans sont là. D'accord. Vous allez davantage nous expliquer toutes ces difficultés au cours de cette édition. Bénédicte Nozeko, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la fille de Okuo Joseph. Oui, la fille de Pouwo Joseph. Oui, qui fait partie de ceux qui sont en prison. En prison. Oui, monsieur. Comment vous allez? Je suis là, c'est comme ça. Vous avez vécu 14 ans sans 14 votre papa ans, oui, sans notre papa. Et les moments même, je ne sais pas, parfois j'ai toujours l'impression qu'il va revenir, mais je vois que tous les jours, le temps passe, mais rien. Rien ne change. Et au sein de la famille? On est là, on souffre. Même de quoi manger, il n'y en a pas. Parce qu'on se débrouille seulement. Même aller à l'école, on n'a pas pu terminer les classes. Parce qu'il n'y a pas les moyens. D'accord. Alors, il y a Jeanne Nguienon, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes l'épouse de Fonkone Pierre, Oui. qui fait partie également de ceux-là qui sont en prison. Comment vous vivez sans votre mari? Depuis que mon mari est en prison, je souffre avec les enfants. Et les enfants ne partent même pas à l'école parce qu'il n'y a pas l'argent pour les envoyer à l'école. La maladie, chaque jour je suis à l'hôpital avec les enfants. Ils sont toujours malades. Et moi aussi. Ça me regarde moi seule. Et mon père est mort. J'ai fait le deuil de mon père moi seule parce que mon mari est en prison. Donc je souffre avec les enfants. Tout ça sur ma tête, moi seule. Et la maison que mon mari en partant, on était dedans, la maison elle est tombée. Et je me suis débattue, encore construit une petite case pour rester avec les enfants. Donc trop de souffrance, trop de souffrance. Très bien, merci également d'être venu sur ce plateau. Penuato, bonsoir. Oui, monsieur, bonsoir. Vous êtes la sœur de Poto Luc, oui, qui est également en prison. l'un des frères, puisque c'est pratiquement
6 chefs de famille qui sont en prison depuis 14 ans. Oui. Oui. Depuis qu'il est mort comme ça, là, il a perdu sa femme. Sa femme a laissé les enfants. Je souffre, je suis chez moi, je sors chaque jour chez nous pour regarder tous les enfants qu'on a laissés. La nourriture, pour aller en prison, on cotise. Je viens, je pleure là-bas parce que sortant sur nous pour aller en prison, il faut 10 000 avant de payer le transport, aller donner la nourriture. Quand j'arrive, je tape les mains, ils me libèrent, j'entre donner la nourriture à eux. Chaque jour, j'attends qu'on va les libérer. Ils sont toujours dedans et je pleure que président de la République, il met main sur les problèmes là parce qu'on ne sait pas la mort des Fontaine Eli. On ne sait rien sur ça. D'accord. Vous allez nous dire tout cela au cours de ce programme. Rose, vous êtes la sœur, l'une des sœurs en tout cas de ces détenus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé à vos frères? C'est le mari de ma grande sœur qu'on est venu assassiner chez elle dans la nuit du 23 au 24 décembre. On est venu l'assassiner chez elle. Maintenant, sa épouse porte plainte que c'est nous tous les frères et sœurs de ma grande sœur qui sont venus tuer leur mari, son mari chez elle. On nous a appelé maintenant le 19 janvier 2004 que c'était pour les besoins d'enquête. Moi, on était toujours au village. J'avais un enfant d'1 an en main. Nous sommes partis à la brigade de terre de Bouddha. Arrivant là-bas, on nous a seulement enfermés. J'étais avec un bébé en main. On nous a tous enfermés, que c'est nous qui avions mélangé pour tuer le mari de ma grande soeur. Moi, j'étais à Douala. On m'a seulement appelé, on m'a annoncé le deuil. Je suis aussi partie avec mon enfant d'1 an en main. On nous a enfermés. C'est comme ça qu'on nous a pris. Pour nous, on ne connaît même rien sur le deuil. Depuis ce temps-là, je souffre, toute ma famille. Le chef de famille, mon grand frère, papa, était en Jean. C'est un chef de plus de 500 personnes qui est en prison comme ça là. En tout temps, on souffre, les enfants meurent, les femmes meurent, tous les oncles meurent. Nous, on enterre seul. Moi-même, j'ai perdu mon mari, j'ai enterré toujours seul. Tout ce temps-là, on a jugé jusqu'à la Cour suprême. On croyait que peut-être à la Cour suprême, on pouvait nous aider. À la Cour suprême, on jugeait jusqu'à nous mettre en délibération. On dit délibération prolongée, le mois prochain, on monte. Délibération prolongée, le mois prochain, on monte. Délibération prolongée, le mois prochain, on monte. L'autre 4e fois, on dépose sans décider. Nous, on croyait qu'on pouvait nous libérer à la Cour suprême de Yaoundé. Nous sommes rentrés là-bas comme ça, là. Nous ne connaissons plus où aller. Nous ne connaissons plus où aller. C'est pourquoi nous venons aussi pleurer que le président de la République voit notre problème et la première dame. Depuis 14 ans que toute ma famille est en prison. Nous sommes en train de souffrir. On souffre, les mamans sont là. Ils pleurent, on pleure tous les jours. Les mamans pleurent tous les jours. Nous ne connaissons plus où aller. On est venu pleurer pour que le chef de l'État nous aide avec la première dame. Et nous, ok, alors, nous ne connaissons plus où aller. Vous êtes l'enfant, ce qu'on va le dire sur ce plateau d'ailleurs. Ce sont vos tantes qui sont là. Votre père est en prison également. Vous avez passé pratiquement 14 ans sans voir votre papa. Vous vivez seul pratiquement avec vos frères. C'est tout un village qui a été soustrait de ces chefs, parce qu'on a observé dans pratiquement toutes les concessions, il ne reste que les femmes. Comment est la vie là-bas? C'est difficile. D'abord, au début, le jour même qu'on venait chercher mon papa, c'était à 2 h la nuit. Nous, on était déjà endormis. Ils ont toqué la porte, c'était 2 policiers. Ils ont toqué la porte. Dès qu'ils ont toqué, 2 fois après, avant qu'on ne demande que c'est qui, ils étaient déjà dans la chambre de mon père. Et là, il était couché, il était en caleçon. L'un doit tirer sur son pied. Quand il tire sur son pied, nous on se lève, nous les enfants, on vient. On arrive là-bas, on demande qu'est-ce qui se passe. Il ne dit rien. Il y a un d'eux qui dit que finissons-le. L'autre a dit baisse l'âme, baisse l'âme.
Et après, il a torché sur nous, il a dit qu'il y a les enfants quand même. Ils l'ont tiré, traîné au sol, sorti avec lui. C'est comme ça qu'on l'a amené jusqu'à Bouddha, sans habit sur lui, en caleçon. Alors, je voudrais rappeler ici que tout cela se passe à Bamendjing. C'est Oui, à Bamendjing. Au C'est quartier Mbéwe. Oui. C'est à la lisière, en tout cas, pratiquement à la frontière avec le Noun. C'est très dur pour vous Très difficile. lorsque vous repensez à tout ça. Parce que ça fait déjà même 2 fois qu'on le perd là-bas. Il est toujours malade. Il faut que toute la famille cotise pour pouvoir l'amener à l'hôpital. Chaque fois. Donc ça nous dépasse déjà. Alors, Parfois, je rêve même que peut-être il va rentrer. Je rêve parfois qu'il est rentré. Le matin, je vois que c'était juste un rêve. Jeanne, ce sont vos maris pratiquement, puisque ce sont 5 hommes aujourd'hui et une seule femme. La seule femme, c'est l'épouse de celui qui a été assassiné. La deuxième femme, bien entendu, parce qu'il était, il faut le dire, il avait deux femmes. Et la première n'est pas avec vous. C'est la deuxième qui est en prison aujourd'hui, parce qu'elle est la sœur de tous ceux qui sont également en prison. Alors, c'était de manière progressive qu'on interpellait vos époux. Donc, même le jour qu'on tuait Papa Eli, j'étais à l'hôpital avec mon mari. J'ai passé nuit du 23 à l'hôpital avec mon mari. Le 24, mon mari s'est levé, monté au marché, acheter quelque chose pour qu'on mange à l'hôpital. Il est arrivé au marché, comprendre qu'on a tué Papa Eli à Bouddha. C'est lui-même qui est rentré à l'hôpital, nous dit qu'on a tué Papa Eli à Bouddha. Et nous sommes sortis de l'hôpital, on était vraiment dépassés. Nous sommes sortis à l'hôpital, aller au deuil, faire le deuil. Après quelques temps, on est venu prendre mon mari, que ce sont eux qui ont tué Papa Elimbo. Donc moi, je suis dépassée. Et je me demande que comment une famille peut quitter, comme toute une famille peut quitter comme ça, aller tuer le beau. Moi, je suis dépassée, Mais voici qu'ils souffrent avec les enfants pendant 14 ans. Et tous les enfants sont devenus les têtus parce que leur père n'est pas là. Moi, avec mon jeune âge, mon mari n'est pas avec moi. Donc, je suis vraiment dépassée. Je suis dépassée. Vous avez résisté, votre mari vous a laissé une maison, elle est tombée en ruine. Oui. Et vous avez fait comment pour construire une autre? Donc, c'est ma famille. Ma famille m'a aidé de construire cette petite case pour rester avec les enfants. Les enfants vont à l'école? Ils ne vont pas à l'école parce qu'il n'y a pas moyen pour les envoyer à l'école. Alors, Pénoato, c'était, je voudrais dire, c'est des moments inoubliables pour vous. Où, vous avez enterré la sœur de l'épouse de votre frère. Oui. Il n'a jamais assisté au deuil. Il n'a jamais assisté au deuil. Et je souffre sur les enfants. Et les enfants sont tous disparus. Parce qu'une femme peut conseiller l'enfant comment? Ils sont tous partis. Tu appelles l'enfant, dis que ouais mon père, je vais venir comprendre quoi à toi. Tu souffres sur tes propres enfants et tu vas nous nourrir comment? Nous tous sur toi. Et je vais me débrouiller. Les enfants pas devenir les délinquants. Chaque jour, on a commencé. Ambunda arrivé à Bafoussam, envoyé ici au cassation, au cours suprême. Je pensais qu'on devait les libérer. De là maintenant, ça devient autre chose. J'attends qu'ils vont rentrer. Chaque jour, je suis en grande joie que ma famille vont rentrer me trouver jusqu'aujourd'hui. Rien. C'est pour ça que je plains que papa propose met le main sur ça pour voir comment cette situation. Parce qu'on ne pouvait même pas penser qu'un jour, papa Eri peut être au sol, on nous accuse. Il venait chez nous comme notre papa, parce qu'on avait perdu notre père depuis. Quand notre sœur est parti le voir, comme il était un peu vieux, on croyait que c'est notre père qui vient nous conseiller. On ne peut pas penser, pour penser qu'il vient nous conseiller. Alors, chaque fois que vous êtes parti en prison, pour aller avec vos frères, ils vous ont dit qu'ils reconnaissent l'acte qui a été posé? Et qui peut dire qu'il connaît quoi? Il était d'abord le tuteur de mon père.
de mois ans. C'était son tuteur qui l'a ainsi fait, il a pris un peu à l'école. Comme notre père nous a resté tant et tant petit, moi, je n'avais même pas fréquenté parce que notre père est mort quand j'étais comme ça, rage comme ça, là, qui pouvait m'envoyer à l'école. Je me débat de capter français comme ça. Je n'étais même pas voir le corps, même le banc comme ça un jour. Je force seulement à causer un peu comme ça. Et notre grand frère, si c'est papa Eli qui l'avait envoyé à l'école. Il était comme son père. Et quand notre sœur est parti, mais l'épousait, quand il était police, on lui refusait que tu es déjà bien, tu pars derrière un vieux père faire quoi? Il dit que je fais qu'il me protège. Le monde n'est pas bien. Passant par là, on lui est tué et mettre sur notre tête. On ne connaît rien sur la mort de papa Fonte. Si on creuse sa cadavre comme ça, on peut prendre même la viande de papa Eli pour manger. Dit que si on connaît ta mort, ta peau aussi nous prendre tout. Alors, Rose, c'est donc depuis 14 ans quand même que vos frères sont là-bas. Quand vous allez discuter avec eux, ils vous disent quoi? Qu'ils vont sortir quand? On ne connaît pas quand est-ce qu'ils doivent sortir. Parce que nous, on comptait que comme on est parti jusqu'à la Cour suprême, c'est là-bas qu'on casse tout. Où on casse, on reprend. Où on leur libère, où on leur condamne une seule fois. On a jugé, renvoyé, mettre en délibération. Finalement, on a déposé sans décider, sans rien décider. Nous, on était déjà, quand on nous avait mis en délibération, ça partait toujours bien. Jusqu'à nous, on était sûr qu'on devait nous libérer. À la dernière fois, on dépose sans rien décider. Nous, on ne connaît plus où aller, là où nous sommes comme ça. On ne connaît plus. Comment ça se passe au village quand il y a des cérémonies? Qui parle au nom de ces messieurs qui sont aujourd'hui en prison? Il y a Vous n'êtes que des femmes? Il n'y a que des femmes. Il y a seulement un petit frère là, qu'on lui aussi mis. Quand l'enfant vient avec son problème, la mère qui résout ça. Le petit qui dit comme ça, il est que chez lui. Des fois, il sort aller au champ. Quand on vient par derrière, c'est ma mère qui résout. Mais maintenant, il n'arrive plus à sortir. Il marche avec 2 bâtons. Il n'arrive plus même à arriver là où on avait brûlé la maison du père. La maison du père est tombée. On arrange tout comme ça dehors. Il n'y a pas la maison. Maintenant, ma mère ne peut plus se lever. Il marche avec 2 bâtons. Mais il forçait à faire comme ça. Maintenant, il ne fait plus. Il reste que sur place. Il est mort à l'hôpital. Environ comme ça, il est à l'hôpital. Alors, Jeanne, ce sont des femmes qui gèrent les affaires maintenant. C'est vous qui gérez vos enfants. Comment vous faites pour nourrir ces enfants aujourd'hui? On travaille le champ pour les nourrir. Qu'est-ce que les gens du village voisin disent de vous? Ils ne vous demandent pas de partir? Une condamnation pour vos maris à vie? Vous espérez qu'ils vont revenir un jour? Oh, nous espérons. Nous espérons. Bénédicte, c'est dur. C'est vraiment dur. Très dur. Qui décide lorsque vous voulez prendre une décision au village, vous voulez mener une action, vous vous adressez à qui? Aux mamans uniquement? Oui, aux mamans. Aux mamans. Rien qu'aux mamans. Parce que nous sommes tellement dépassés que vraiment, on supplie le président de la République et toutes les autorités de ce pays afin qu'ils puissent venir voir notre problème. Nous sommes dépassés, pardon. Pardon, je t'appelle même grand-père, papa Paul Bia. Viens nous aider. Et quelqu'un sur lui. Même notre sœur n'a même pas le garçon. Si elle avait même le garçon, des deuxième fois, il pouvait faire quoi dans la concession de quelqu'un pour les tuer? Pour gagner quoi? Il était, même son mari, il était déjà en retrait avec sa femme. C'est elle qui travaillait dans le gouvernement. C'est elle qui les supportait. Même ses enfants qui sont en Europe, ma petite sœur qui est partie
dans son service et faire le papier pour envoyer ses enfants en Europe. Maintenant, les enfants deviennent notre mort. Les enfants voulaient parler la vérité, les mères fermer les bouches. Parce que les enfants pouvaient dire la vérité que chacun a son salaud qui veut partir au ciel. Si notre père est passé par l'accident comme ça, c'est que c'était son chemin. Sa femme a dit que il fermait la bouche de ses enfants comme ça devant nous aux deux. Qu'on ne parlait plus. Je ne sais pas. Aussi, on ne connaît pas là d'où sort ces rancunes. Parce que s'il y avait les problèmes sortis derrière la femme là, nous tous sommes allés là-bas résoudre avec notre petite soeur. Mais on ne connaît pas comment par derrière la femme là est devenue notre mort comme ça jusqu'à nous sommes en prison à elle, sans motif. je ne sais pas. Quelque temps après qu'on est venu prendre notre père, on vient seulement nous dire, il nous dit seulement qu'on l'a tapé à mort en prison. Je ne sais pas si c'est ça qui causait les maladies. C'est ça, tu ne sais pas comment. On l'avait tapé avec le je ne sais pas. Tapé ici, le sang est versé dans son ventre. C'est pour ça qu'on le paye chaque titan. Il est toujours en prison. On l'a opéré 2 fois. Jusque-là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Jeanne, nous sortons de cette première partie dans un instant. Qu'est-ce que vous dites? Vous souhaitez quoi finalement? Je souhaite qu'il peut... Vous regardez cette caméra et vous parlez à ceux qui suivent ce programme. Je souhaite qu'il rentre. Je souhaite que mes maris rentrent nous trouver. Parce que nous souffrons déjà trop. Nous souffrons déjà trop. Ça fait 14 ans? Ça fait 14 ans comme nous sommes dans la souffrance avec les enfants. C'est toute une famille en prison? Oui, toute une famille en prison. Tout un village? Tout un village, tout un village. Tout un village. Les concessions sont vides? Les enfants sont décédés entre-temps? Oui, les épouses aussi? Beaucoup, beaucoup. D'autres sont partis? D'autres sont partis. Devenus les têtus. La têtudesse grave. Partout. Peut-être si leur papa était là. On voulait toujours venir ramasser les enfants. C'est comme ça que les quelques garçons qui étaient au village ont tout fui. Ont fui le village. Il n'y a plus les garçons là-bas au village. Rose, vous dites quoi finalement? Qu'est-ce que vous attendez de regard social? Je suis venue pleurer, regard social, de nous venir en aide. Parce que là où nous sommes, on ne connaît plus où aller. On pleure que vraiment le monde entier nous aide, qu'on voit notre problème. Parce que là où nous sommes, on ne connaît plus où aller. Nous sommes dépassés. Nous sommes dépassés. Et que vraiment le chef de nation là, nous voit notre problème. Nous sommes en train de souffrir. Je ne sais même plus. Nous sommes venus pleurer que le monde entier nous aide, qui voit notre problème. On ne connaît rien. Non, on meurt comme ça innocemment. On ne connaît rien. Que le monde nous aide. Que le président et la première dame voient aussi notre problème. Parce que nous sommes dépassés. On ne sait plus où aller. Pénoato, ça va aller? Vous pensez? Je fais tout, je plaide tout à Dieu, que Dieu montre le chemin. Comme nous sommes devant vous comme ça, vous nous aidez. Je prie tout à Dieu. Je suis un chrétien, un ancien à l'église protestant. Je prie tout à Dieu, que Dieu nous montre le chemin à dernier moment-ci, pour que la famille rentre trouver les enfants. Mais voici, mon mari ne vit plus. C'est mon père qui me soutenait sur moi. Comme il n'est plus là, je souffre maintenant de gauche à droite sur ses enfants et ma part. Comment est-ce qu'ils vont en prison? Ils se portent bien? Ils se portent bien où? Quelqu'un de la famille a laissé sa concession, il peut être à quelle joie? Il est là pour souffrir. Quand il essayait de penser, il était deuxième à toujours au maire, dans le gouvernement. Les voilà maintenant, les autres conseillers municipaux, ils souffrent comme ça là, pour rien. Et nous tous étions derrière lui que non, papa peut nous faire quelque chose un jour, papa.
Un jour, tu vas monter même le maire. Voilà maintenant en prison. La nef qui devait monter le maire, on lui est bloqué comme ça. Les gens pleuraient que papa de Mozan devait être le maire de l'arrondissement de Galim. Le voilà en prison. C'est même quoi? C'était tout comme ça. Là-bas de Bouddha. Cela s'est aussi arrêté comme ça. Voilà ma soeur, un police office. Yeah. Les gens qui conseillent, les gens peuvent faire du mal. Comment mes frères, mes enfants, mes papas. Oui. Et il a perdu son service comme ça. Alors que c'est elle qui me sauvait. Il m'a mené quand je suis malade. Il m'appelle, viens à Baminda me trouver, à travailler que là-bas. Je connais Baminda grâce à elle. Yeah, je viens, il m'amène à l'hôpital. Voilà maintenant, je suis devenue comme ça là. Ok. Alors, les décideurs vous écoutent, ils vous regardent, et ils sont au courant de ce qui vous arrive également. Sans doute qu'ils vont réagir parce que vos maris, vos parents ont pratiquement passé 14 ans à la prison de Bouddha. Ils ne sont jamais sortis depuis qu'ils sont partis. Les enfants sont décédés en leur absence. Les épouses sont décédées également en leur absence. Et pratiquement le village est abandonné. Il ne reste que des femmes. Jeanne. Vous êtes dépassée? Je suis vraiment dépassée. Okay. Alors, nous sommes allés, je voudrais dire, l'équipe de Regard Social s'est décidée à aller découvrir le quotidien même de ces familles aujourd'hui, puisque ce sont des enfants d'un même père, que sont devenus les épouses et même des enfants laissés par ces personnes détenues, ces chefs de famille, qui sont en prison depuis 14 ans. Et là, l'équipe de reportage, de Regard Social, est donc allée dans leur environnement immédiat, découvrir un peu leur quotidien. C'est une enquête menée avec la caméra du chef opérateur Samuel Tufa et toute l'équipe. Juste après, nous allons accueillir sur ce plateau les experts qui vont analyser cette situation. Sur les traces des cas sociaux. Dans ce paysage verdoyant, l'équipe de reportage de Regard Social explore les arcanes de l'Ouest Cameroun. Environ 300 km de route déjà parcourus, partant de Douala pour Bouddha, dans le département des Hauts-Plateaux. Après quelques heures de voyage, nous entrons dans la ville de Bouddha. Ici, la gare routière de Bouddha. Des personnes vaquent librement à leurs occupations. Au quartier Bamesenge, lieu dit Camberto, cette concession a connu une nuit tragique. Une nuit bouleversante. Une nuit qui a changé le destin de toute une famille, à jamais. Nous voici qui souffrons, sans appui. Les orphelins de paix et de paix, nous n'avons pas où aller. C'était dans la nuit du 23 au 24 décembre 2003 à Bouddha, aux environs de 2 heures de la nuit, alors que le chef de cette maison venait à peine de rentrer. Face à ses bourreaux, la victime aura tout proposé pour sauver sa vie. Cette nuit-là, les gens là sont venus casser la porte. Ils comprennent seulement un grand bruit sur la porte. Boum! La porte se casse maintenant, les gens entrent. C'est toi qu'on veut. Il dit que non, pardon, prenez les clés de la voiture. Ils ont dit que ce n'est pas ça qu'on veut. Il dit que le chef, il dit que non, c'est pas ça qu'on veut. Ces deux épouses, réveillées brutalement et impuissantes face aux atrocités subies par leur mari et perpétrées par des sans-foi ni loi, ont néanmoins alerté la police. Les gens ils vont appeler là-bas au commissariat. Avant que la police n'arrive ici, que les gens là, on veut les gars sauter sur la toiture pour fuir. C'est la police qui est venue entrer, voir, et te gars couché là-bas dans le sang comme ça. On lui a trouvé les gens morts. Parce que c'est comme s'ils ont fait juste tirer quelque chose ici à l'intérieur, parce qu'il y avait un gros trou ici. On lui a trouvé déjà poignardé. Je ne sais pas si c'était le poignard ici. On a percé ici.
était ici là. Ma grande soeur était ici dedans avec les enfants. Ils ont commencé aussi à crier. Appeler partout. Personne ne m'a venu, même les voisins ne sont même pas venus. C'était comme ça. Papa Fontep Eli n'est plus. Il est mort assassiné à 60 ans, devant ses épouses et dans son domicile. Cette concession a connu une nuit tragique. Une nuit pas comme les autres. Une nuit noire pour la famille Fontep. Que s'est-il passé? Pourquoi l'instituteur a-t-il été assassiné? Toutes ces questions ont préoccupé les juridictions. Et Rose fait partie des premières personnes à avoir été interpellées après le meurtre. C'était le mari de ma grande soeur qu'on avait tué. Rien entendre. Et voilà ma maman qui est restée incarcérée jusqu'à aujourd'hui. 4 personnes ont été mises aux arrêts, soupçonnées d'avoir éliminé le mari de leur sœur. On nous avait pris à 4. C'est au fur et à mesure qu'ils prenaient encore les autres. Que c'est nous tous qui nous étions à mélanger pour tuer le mari de ma grande sœur. Des enquêtes se sont poursuivies, enquêtes au terme desquelles plusieurs membres de la famille ont été retenus pour la même cause. Fonkone Pierre, 54 ans, 2 femmes, père de 7 enfants. Kepiewo Marie, 60 ans, deuxième épouse du défunt, mère de 6 enfants. Tétan Richard, 72 ans, 4 femmes, père de 23 enfants. Potoluc, 59 ans, 3 femmes, 21 enfants. Powo Joseph, 64 ans, 4 femmes, 2 divorcés et père de 7 enfants. Fopening Ibrahim, 65 ans, 2 femmes et père de 11 enfants. Nambo Donatien, 45 ans. En fin de compte, 7 frères seront condamnés à vie. Tous issus d'un même père. Le destin de toute une famille brisé. Brisé et jeté à la prison principale de Bouddha. Jadis, prison coloniale des Bamboutos. Ici, les 7 frères de la famille condamnés à vie subissent les affres de la surpopulation carcérale. Par ailleurs, principal problème des maisons d'arrêt au Cameroun. Sous vos yeux, Nambo Donatien, libéré 10 ans après. Le jeune homme de 40 ans, désespéré, est le cadet des frères condamnés à vie. Condamné pour la même affaire, il vient de passer 10 ans de prison dans cette maison d'arrêt de Bouddha. Et on m'a donné la peine de mort. La peine de mort qu'on m'avait donnée. Et je suis rentré à prison. Mais peut-être qu'ils m'ont trompé. Que je mens sur le nom de mes frères pour qu'on me condamne. Donatien avait-il été contraint de donner un faux témoignage contre ses frères?
Le jour où je suis arrivé, mon enquête que j'avais donné, ils ont barré ça. Ils ont commencé à me torturer jusqu'à... j'ai fait 1 mois, 3 jours. On m'a forcé de me torturer, j'ai accepté le faux. À cause de l'arme qu'on a mis sur moi, on devait me tirer avec. J'ai accepté le faux. Et là-bas, on dit que là-bas, si devant le procureur, je change la carte, on va seulement me tirer 1 fois. Et devant le procureur, tout ce qu'ils m'ont dit à la compagnie, j'ai seulement accepté. Le retournant m'a dit, j'ai seulement accepté. Avec le temps, il s'est rendu compte qu'il a été dupé. Donatien a cru aux promesses finalement non tenues à cause de son ignorance. Je suis arrivé, quand on nous a connus, quand on disait que la paix est morte, j'étais seulement en joie, que peut-être on m'a donné un petit pain. Donc, paix de mort, ça veut dire que tu vas mourir en prison. Je ne sortirai plus un jour. Quand on devait me laisser, j'ai menti sur le nom de mes frères. Pour finir, on m'a seulement condamné. C'est là où j'ai fait la paix, au Baboussa. À Baboussa, on nous a jugé de 10 ans sur moi, jusqu'aujourd'hui. Mais parce que je sors de la prison aujourd'hui. Donc tu as pigé les 10 ans? J'ai pigé les 10 ans. Vous êtes libre? Je suis libre aujourd'hui. Le jeune homme, qui respire désormais l'air de la liberté, a laissé une partie de sa famille en prison. Ses 6 frères, condamnés à vie. Les citoyens Jean-Richard, Fapot Luc, Pouwa Joseph, Fokode Pierre, Fopine et Ben, Capture Marie. Ça, j'ai laissé derrière moi. Ils sont encore assis ça. Ils ont la paix de mort. Ils ont la paix de mort. Ils ne connaissent pas les jours qu'ils vont sortir. Sont-ils véritablement coupables, 14 ans après? Le destin d'une famille brisée. Affaire à suivre. Et voici l'équipe de Regard Social en route pour Babenjin, village situé à 37 km de Bouda, chef-lieu du département des Bamboutos, à l'ouest Cameroun. La route qui mène à ce groupement est un vrai parcours du combattant. « 37 km à couvrir en plus de 4 heures d'horloge à bord d'un taco aux fortunes diverses tout le long du trajet. En dépit de toutes les péripéties du voyage, Regard Social est enfin au carrefour Babenjin, plus précisément à la place du marché de Mbengue. Loin d'être au bout de nos peines, la moto, c'est le seul moyen pour rallier notre destination finale. Et au bout d'une quinzaine de minutes, nous y voici enfin, à la vaste concession de la grande famille Tétan. Seuls des oiseaux rompent le calme et le silence qui règne ici. Dans cette cour, tout le monde a perdu la voix devant une détresse incompréhensible qui habite la grande famille Tétan depuis 2004. Mayole, yele, mama yole. 2004. Date de condamnation à mort d'une fratrie de 6 personnes au motif d'assassinat de leur beau-frère, le nommé Fontep Eli. Depuis cette condamnation au couloir de la mort et détention à la prison secondaire de Bouda, la grande famille Tétan est sans guide, abandonnée à la seule gestion quotidienne des femmes de cette immense concession, privée de ses principaux piliers, de vaillants hommes qui portaient le poids de cette famille et tous ses sous-ensembles. Oh, yelele,
Maman yolele. Dans la concession de Tétan Jean Richard, le chef de famille et successeur a aujourd'hui 70 ans. Ses 4 femmes inconsolables et 23 enfants, tous en perdition et sans avenir. Depuis l'an 2004 qu'on a arrêté mon mari pour aller en prison avec. Je marche comme ça, je ne sais pas là où je me trouve. Je suis comme ça dépassée. Rester dans une concession sans homme, ce n'est pas facile. Nous souffrons trop. Si vraiment nous n'étions pas les femmes qui restent aussi comme ça, comme les vraies femmes, c'est que vraiment, même s'il peut rentrer, il ne peut pas nous trouver tous. Ce qui me fait pleurer, c'est parce que je pense trop à mon mari. Je me couche souvent, je ne dors pas, je réfléchis trop. Je ne sais pas là où se trouver les enfants. Mayole, ielele, maman yolele. Chaque femme y va de ses capacités et forces pour sauver ce qui peut encore l'être. Hélas, elles n'ont pu rien faire pour la case principale de Tétan Richard qui s'est effondrée petit à petit sous leur regard impuissant. J'ai perdu beaucoup de choses depuis 14 ans que mon mari est quitté à côté de moi là. Les enfants souffrent beaucoup. Ils sont quittés, ils sont laissés toutes les classes. Ils sont tous dispersés. Tout à côté du chef de famille, la concession de Fopo Lucas, 58 ans, 3 femmes avec un bataillon de 21 enfants. Le ciel lui est tombé presque sur la tête en plein jour. Sa maison est tombée en ruine, une de ses épouses décédée, sa vingtaine d'enfants sans lendemain meilleur à l'horizon. Sa sœur aînée, Rose Pénoante, est devenue le seul soutien moral et réconfort de ses 2 épouses. Je ne suis pas à l'aise, même un peu comme ça. Même un peu comme ça. S'il était là, sa femme ne devait pas mourir sans qu'il voie. Je suis là maintenant comme ça. Je vais faire quoi dans ma vie? Je suis la première fille à ma mère. Là où je sens déjà la vieillesse et chômant, je peux avoir quelle force pour faire quelque chose sur les enfants de mon petit? Je peux avoir quelle force? Je suis la première femme de Fopo Lucas. Ça fait 14 ans qu'il est en prison. On a perdu 4 enfants ici. Et nous avions encore perdu une autre co-épouse, Bernadette. Il y a la tombe d'un enfant de 15 ans ici. J'ai beaucoup souffert avec les enfants. En partant à prison, mon dernier bébé avait seulement 3 semaines. Il est parti comme ça, me laissé avec les enfants. Les enfants ont tous disparu. Ils ont tout laissé le corps pour aller au quartier. Ils ont tout perdu. Oh, ielele, maman yolele. Dans ce malheur qui a frappé cette grande famille, Tokone Pierre, 53 ans, ses 2 épouses et leurs 7 enfants n'échappent pas aux souffrances qui broient leur famille depuis des lustres. Je souffre avec les enfants, la maladie. Tout genre de maladie, les problèmes, et mon père est même mort. J'ai fait le deuil de mon père, moi seule. Je suis devenue veuve sans être veuve. Non. Sur le plan traditionnel, l'absence du chef de famille de cette grande concession paralyse la pratique des us et coutumes héritées de son défunt père. Meñipe Eli et Proquignon Denis ne sont pas toujours initiés au rite de succession qui leur ont été assignés. Depuis que notre père est en prison, tous les malheurs nous arrivent et nous ne savons pas comment faire pour vraiment gérer ces problèmes. On a des mariages, des beaux qui se sont disparus, qui sont morts et c'est nous qui nous défendons pour résoudre tous ces problèmes. L'absence de papa Tétan Jean Richard, qui est le chef de famille, est vraiment trouble toute la famille parce que tous les enfants sont en épave, même les frères qu'on a perdus entre-temps.
viennent de son absence, puisqu'ils ne fréquentent plus. D'autres sont devenus, même, on peut même dire, des bandits. Oui, et nous qui sommes restés au village, là, moi-même j'étais à Yaoundé, j'étais obligé de revenir, un peu supporter son représentant là. Congion, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know. Sur cette photo des 6 condamnés à mort, une femme, Kefiewou Marie, 59 ans, c'est la veuve Fontep Eli, la principale mise en cause dans l'assassinat de son mari. Elle a été jugée et condamnée à mort avec 3 de ses frères. Sa fille raconte. On a assassiné mon père, le mari de ma mère, dans la nuit du 23-24 décembre. À l'époque de fait, moi j'étais élève et inspecteur de police. À peine j'ai fini ma formation, ils m'ont même pourchassé jusqu'au centre d'instruction. Mais Dieu n'a pas voulu que je perde mon travail. Juste après la sortie, ils m'ont convoqué. Je me suis présenté, on m'a placé directement sous mandat de dépôt avec une grossesse de 6 mois. J'ai fait 3 mois d'emprisonnement ferme. Et après, on m'a libéré pour non-assistance à personne en danger. Une femme qui prend ses frères consanguins pour aller tuer son mari, est-ce possible? Et le mobile du crime, c'est quoi? Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais trouvé le mobile du crime. Parce que c'est ma mère qui était la plus nantie de ce ménage. C'est elle qui était la plus nantie. Elle a tué son mari pour prendre quoi? Alors que c'est elle qui subvenait aux besoins de toute cette famille. Non, 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 non. La célérité d'un procès presque kafkaïen continue d'étonner les femmes de cette concession, y compris les 3 veuves du défunt père de toute cette grande famille. Pour elles, leurs époux et enfants purgent la peine capitale d'un assassinat qu'ils n'ont pas commis de près comme de loin. Je ne sais même pas le pourquoi que mon petit sont en prison. Les jours que l'assassination passait en Bunda, mon petit était en prison à l'hôpital Bamidji avec l'enfant. L'enfant a déjà 15 ans. Il était à l'hôpital. Dès quand ils sont rentrés, suivis que le mal s'est passé à la grande sœur, ils sont partis enterrer l'homme. Et je ne sais pas le pourquoi, par derrière, on est venu ramasser tous les gens dans la concession et cogner la porte dans la nuit et enlever les gens pour partir. On pensait que c'est les problèmes d'enquête. Et les enquêtes deviennent maintenant la condamnée à mort, sans motif. Comment veut-il qu'une vieille maman comme ça, si on a porté tous ses enfants et mettre en prison pour rien, sans motif? Tu donnes ta fille à quelqu'un pour aller les tuer, pourquoi? Toute la famille et ce groupe allaient tuer une seule personne, mes frères. L'affaire si m'a trop écrasé. Parce que je ne vois pas un dossier qu'on peut dire que quelqu'un veut tuer son mari et ne tue pas. Il a invité toute sa famille et pas. Sans quelqu'un qui demande que tu tues ton mari, pourquoi? L'affaire si m'a trop dérangé. Le jour qu'on tuait papa Eli dans la nuit, j'ai passé cette nuit ensemble avec mon mari à l'hôpital. Parce que notre enfant était malade. Et le matin, mon mari est sorti, monté à l'hôpital, monté au marché, acheter quelque chose pour que le malade mange à l'hôpital. Il est arrivé à l'hôpital, au marché. Il a compris qu'on a tué le beau papa Eli à Bouddha. Il est rentré à l'hôpital, me dit, vraiment je suis arrivé au marché, j'ai compris quelque chose, je suis même paralysé. Je lui ai demandé c'est quoi. Il m'a dit, il a appris qu'on a tué papa Eli chez lui à Bouddha. Je dis oh qu'on a passé nuit ensemble à l'hôpital. Des 6 condamnés à mort, Donatien Nyambo a joué un rôle trouble dans la condamnation de ses proches. Manipulé à coups de promesses de 2 millions de francs CFA, une maison bâtie et un mirage de voyage pour la France, le jeune de 43 ans sort d'une peine de 10 ans. Revenu au village, son quotidien est un fagot de regrets. Je regrette parce que là où je suis là, ma vie est tout foutue. Tous mes petits frères sont déjà tout mariés, construits leur maison. Mais voici que je suis là. Je ne me suis pas encore construit ni la femme, ni pas l'enfant, ni d'enfant. « 14 années sont donc passées entre pleurs, tristesse, amertume et surtout espoir de voir un jour leur père, sœur, mère, enfant revenir à la maison. Mais alors, ose-t-il rêver de cela?
La sentence non négociable du tribunal leur empêche d'y penser. Toutes les voies de recours ayant été épuisées avec confirmation de peine à la Cour d'appel de l'Ouest et la Cour suprême du Cameroun. Là où je suis, nous souffrons. Nous vous demandons beaucoup de nous aider. Notre mari ici en prison. Si un jour vous pouvez avoir pitié de nous et nous libérer, le libérer pour qu'il rentre regarder sa concession et sa famille. Le seul espoir, en dehors d'un miracle de Dieu, qu'elles n'ont cessé d'implorer, c'est la grâce présidentielle de Paul Biya. Il n'y a que le chef de l'État pour sauver cette famille maintenant. Cette famille crie au père de la nation, le père des orphelins, avec la première dame. Le cri de cœur est donc lancé. Toute la famille Tétan a désormais les yeux rivés vers le palais d'Etoudi, en attente d'une action du président Paul Biya, chef suprême de la magistrature, pour faire libérer leurs proches. Et voilà donc le résultat de l'enquête qui a été menée sur le terrain, dans l'environnement immédiat de ces familles abandonnées, en tout cas, de ces femmes, des enfants également. Vous l'avez suivi dans ces différents reportages. Des femmes sont décédées, des enfants aussi, et les maris sont en prison depuis 14 ans. Elles n'ont plus de repères pratiquement parce qu'elles sont obligées de se battre elles-mêmes pour pouvoir survivre sur ce plateau. Merci donc à tous ceux qui ont contribué en tout cas à la réalisation de ces différents grands reportages. Jean-Paul Chuniat par exemple, donc aussi toute l'équipe de cette émission. Alors sur ce plateau donc nos invités, nos experts, Maître Minou Sterling, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Oui. Je vous ai vu presque couler une larme tout à l'heure. Oui, c'est une situation difficile. C'est écouter votre histoire comme d'habitude, on suffoque presque. Et il faut quand même rester froid, c'est vrai, parce qu'à la base, il y a mort d'homme. Ce n'est jamais facile dans une situation comme celle-là d'avoir une justice parfaite. Il y a des choses à redire certainement dans le déroulement de la procédure ou bien de cette affaire. Je ne sais pas si au cours de l'émission on va en parler, mais c'est très très difficile d'entendre la souffrance qui ressort des témoignages. C'est très difficile. Merci d'avoir accepté notre invitation. Docteur Herero Ndiangwe, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ndongo. Vous êtes psychologue, clinicien. Vous avez également suivi ces reportages. Ça vous gêne un peu? Ça vous pousse à couler les larmes aussi? Monsieur Ndongo, le métier de psychologue, psychopathologiste, clinicien, est un métier qui confronte à la souffrance humaine et parfois la plus atroce, la plus cruelle, la plus inimaginable. Et à ce titre ici, on est en contact avec l'intégrité et la dignité de la vie et des personnes de tous les côtés. Et on a tellement de victimes, et à écouter le récit et le reportage et les témoignages ici, ben, j'ai le sentiment que on a affaire ici à une toile d'araignée paradoxale, faite de ruptures, faite de tellement d'atrocités inimaginables et improbables. J'espère que nous aurons l'occasion de revenir sur des aspects concrets
qui nous permettront de voir jusqu'à quel point la terreur, sous tous ses angles physiques et psychologiques, peut devenir la réalité des individus et d'une communauté complète. Et en cela, on est vraiment dans un trauma perpétuel. Merci. Merci d'avoir accepté également notre invitation. Bénédicte, vous êtes resté avec nous sur ce plateau. Vous avez suivi le reportage. Vous a rappelé de tristes moments? Oui, je me rappelle. Je me rappelle de tristes moments. En fait, depuis qu'on a amené notre père, on croyait, et après les avoir amené avec le sang qui coulait partout, et comme on le tirait, on le traînait au sol en caleçon, parce qu'il n'avait pas d'habit sur lui. On se disait même après ça qu'il peut revenir un jour. Mais de là, tous les jours ne faisaient que passer. Les jours passaient, on ne voyait pas aucun résultat et rien. Jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Alors, professeur Pico Assongui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur, socio-anthropologue à l'Université de Tchang. Merci également d'être venu sur ce plateau. Vous avez également suivi ces reportages. Oui, nous sommes très touchés, et d'autant plus touchés que nous sommes comme dans une ambiance de deuil. Une situation de mort d'homme, on ne peut pas l'aborder n'importe comment, avec un sang-froid, non. Plus grave, nous sommes ici à Equinox, où sur ce plateau, dans cette maison, nous avons pris l'habitude d'être accueillis par une femme très souriante, qui aujourd'hui est du côté de New Bell. Ça ne peut pas nous rester vraiment indifférent, parce que Mimi, qui, bon, pour des raisons qui nous échappent un tout petit peu, n'est pas là. Ça crée toutefois des ambiances un peu très coa. Et si doublé de cela, nous nous retrouvons devant une situation, on a un problème non seulement de mort d'homme, mais de presque toute une famille écrouée, pour des raisons bien sûr peut-être justifiables, mais il reste pour nous l'aspect social et les conséquences qui nous préoccuperont tout le long de ces débats. Merci. Et vous gardez la parole justement pour chercher à comprendre un peu. Voilà toute une communauté, toute une famille qui est en prison. Je voudrais dire les chefs de différentes familles en prison aujourd'hui. 6 personnes, au départ 7, condamnées carrément. Il y a un qui a réussi à purger 10 ans, qui est sorti, presque traumatisé parce qu'il n'a presque plus de repères. À plus de 40 ans aujourd'hui, il n'a pas de maison, pas d'enfants, pas de femme. Sur le plan anthropologique, c'est un coup pour cette famille. C'est plus qu'un coup, c'est vraiment toute une vie brisée, parce que le problème pour nous, nous ne regardons pas l'affaire sous l'angle de savoir si oui ou non ces présumés ont effectivement assassiné leur beau, mais nous voyons beaucoup plus la conséquence de ce problème sur la société. Pensez qu'un monsieur Tétan Richard, âgé de 112 ans, chef de famille et notable, qui était en plus conseiller municipal, ça veut dire qu'il avait des charges sociales, qui n'est plus là, et en plus aujourd'hui malade, fatigué avec son âge. Quand nous voyons quelqu'un comme Pao Joseph, âgé de 65 ans, planteur aujourd'hui en prison, en laissant derrière lui le lot de femmes et d'enfants que nous avons vus. Nous avons M. Fouapi, cultivateur lui également de son état de 105 ans, et puis Fouan Luc déjà, veuf qui perd une épouse, il ne peut pas l'enterrer, avec sa pléthore de 21 enfants. Je ne sais pas, vous trouvez ici que ce n'est pas très aisé pour ces enfants de trouver un chemin dans la vie. Que ce soit maintenant l'épouse inspecteur de police de son état, qui non seulement perd un emploi, se retrouve dans une situation où elle abandonne des enfants, elle perd un mari, et elle n'a même pas sa liberté. Tout ceci ne peut que casser, je n'ose pas parler de toute la pléthore, jusqu'à Daniel Ossédonacier, qui a même été libéré, mais après combien d'années? Après 10 ans. Donc, lui, il a été flatté, dit-on, par des gens, en sous-réserve que nous voyons qu'il le lui a dit. Mais dans l'ensemble, c'est les conséquences qui nous préoccupent. Dans la progression du dossier, vous allez retrouver que même l'avocat Maître Kouemo, qui avait suivi le dossier aujourd'hui, n'est même pas là pour nous guider. Il est décédé lui aussi en cours de route. Vous voyez, on se heurte à des morts, et puis le dossier devient très complexe avec ses conséquences. Vous attendez quoi d'un jeune garçon qui n'est, il n'a pas son père? Le jumeau déjà, pour qui on était à l'hôpital, sa sœur jumelle, elle est décédée. Et celui-là qui est resté, il a 15 ans aujourd'hui, et il n'est même pas élève à 15 ans. Ça veut dire que c'est un enfant avec l'avenir complètement brisé.
la chaîne est très très longue, vraiment. Il faudrait que dans la progression, on voit les conséquences. Oui, les conséquences, on va évoquer tout à l'heure. Maître Minou, le problème est plus que grave lorsqu'on écoute les témoignages des femmes, lorsqu'on sait que ce sont des chefs de famille qui sont incarcérés 14 ans durant et sans savoir quel jour ils pourraient être libérés, parce que les femmes, elles attendent toujours. Oui, c'est je peux dire, c'est l'espoir qui habite normalement toute personne qui est aux côtés d'une personne qui est en proie aux mains de la justice. Ça, c'est pas quelque chose de très nouveau. Par contre, il y a des faits, des éléments qui ont été ressortis ici qui m'interpellent. Le témoignage de l'enfant de la victime est quelque chose qui doit certainement provoquer la réaction de beaucoup de personnes. Elle est formelle, elle a vu ce soir-là, elle a dit que c'était les éléments de la police qui ont tiré, qui ont battu son père. Elle est formelle. Il y a des raisons pour lesquelles elle parle de la police. Cela a suscité donc au moins des interrogations sur les éléments qui étaient présents sur cet endroit à ce moment-là. S'il était abattu à l'aide d'une arme, il y a certainement des balles. Et les munitions, les douilles qu'on peut avoir retrouvées sur le lieu devraient être éloquents sur l'origine de l'arme qui a été utilisée. Ou sur la nature de l'arme qui a été utilisée. Autre chose, nous sommes à une époque où le téléphone portable n'était pas encore très courant. Je crois qu'on parle de décembre 2003. Quand on resitue géographiquement où se trouvent certaines personnes au moment des faits, on peut être aussi dubitatif sur certains éléments de leur implication. Il y a beaucoup d'autres éléments comme ça qu'on doit interroger, qui m'interpellent. Je ne le dis pas pour mettre en cause la qualité de la justice. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont été mal jugés ou que les juges n'ont pas bien fait leur travail. Mais nous sommes quand même ici dans un domaine où on parle de condamnation à mort. C'est aujourd'hui très fréquent que sur les médias, on voit des reportages sur ce qui se passe aux États-Unis. On a vu beaucoup d'êtres humains heureux sortir du couloir de la mort parce qu'il y a des contre-enquêtes alors qu'ils étaient condamnés à mort. Qui ont réussi à prouver que les personnes qui ont été condamnées à mort n'ont jamais été impliquées dans les faits qui leur étaient reprochés. Je pense que quand on écoute ce soir ce qui s'est passé, quand on voit le drame que cela a suscité, quand on écoute encore l'élément sur le témoignage de celui qui a été libéré, pour avoir purgé 10 ans de prison, pourquoi lui est-ce qu'il a pris 10 ans de prison? Qu'est-ce qui explique qu'il ait pris 10 ans de prison? Il dit avoir fait appel après la condamnation collective. Oui, mais pourquoi il prend 10 ans de prison? Il vous dit que les 10 ans de prison, il a été contraint de donner un faux témoignage. Et dans ce faux témoignage, qui a mené l'enquête? Il s'agit, selon la version de la fille de la victime, des policiers. Si c'est les policiers qui mènent l'enquête et qui poussent un témoin à donner un faux témoignage, il faut certainement se dire qu'il y a quelque part quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si la police est en cause, pourquoi c'est la police qui mène l'enquête? Pourquoi c'est elle qui amène quelqu'un à faire un faux témoignage? Pourquoi? Il y a tellement de questions comme ça qu'il faut se poser. Alors, on a écouté Rose tout à l'heure. Rose qui est l'une des sœurs de ces personnes qui sont donc incarcérées, qui dit au moment des interpellations, ça se passait à l'appel de manière progressive. Elle, à l'époque, elle avait un bébé, tout jeune encore, je crois, moins d'1 an. Elle a passé plus de 2 semaines avec cet enfant en cellule. Oui. Alors qu'elle était allée juste assister la famille pour un deuil et août, on l'a interpellée. Donc on a interpellé tout le monde dans ces mêmes conditions, mais beaucoup se sont retrouvés à être condamnés. Voilà, vous voyez donc avec ce que vous venez de relever, que l'ambiance autour de l'enquête n'est pas quelque chose qui permet de croire que ça s'est déroulé dans une sérénité qui doit normalement caractériser une enquête de police ou une enquête pour crime. On ne prend pas n'importe qui, n'importe comment. Ce n'est pas la panique. Non, on doit y aller méthodiquement. De manière à ce que les éléments rassemblés puissent s'établir de manière incontestable. Que les personnes mises en cause ont effectivement commis les faits qu'on leur reproche, participent à la réalisation de ce crime-là. Je disais que je ne remets pas en cause, je ne connais pas je ne connais pas les éléments de la décision, mais au vu de ce que j'ai entendu ce soir, il y a lieu de proposer beaucoup de questions, beaucoup de questions. Il y a encore d'autres questions, mais bon, je crois que ça ne va pas permettre que ce soir on remette en cause, on les remette en liberté.
Mais c'est toujours l'occasion de le rappeler aussi. Nous sortons de l'appréciation du serment du chef de l'État. Et il est de tradition que dans des moments de joie, au plus haut sommet de l'État, que l'on accorde des remises de peine, que des décisions de grâce soient signées. C'est à juste raison que j'ai entendu ce cri de cœur. Ce n'est pas pour mépriser la douleur ou la souffrance des familles de victimes, non, ce n'est pas ça du tout. La société aussi, à un moment donné, s'est pardonnée, c'est pour ça que la grâce a été instaurée. Elle, parfois, ne porte pas sur le crime de sang. Il ne s'agit pas d'effacer la peine, parce qu'il faut savoir que la grâce, c'est une commutation, une remise de peine. Ce n'est pas forcément une libération immédiate. Ça peut être une remise de peine totale ou partielle. Quand on parle de commutation, on peut passer de la peine de mort à la peine à perpétuité, donc à la condamnation à vie. Ça, c'est possible aussi. Ça donne déjà un espoir. Parce que à la prochaine remise de peine, il est possible que la peine à vie soit ramenée à une peine à temps et progressivement qu'on puisse recouvrer la liberté. J'ai compris ce soir qu'on ait pu parler au chef de l'État pour lui appeler à ce qu'il pense aussi à ceux qui souffrent en prison. Il a le droit de grâce. C'est le droit qui le permet sur le code pénal. Aucune condamnation à mort au Cameroun ne peut être exécutée tant que le droit de grâce n'a pas encore été examiné par le chef de l'État. Alors, ça provient de qui? De celui qui est condamné ou non, c'est une organisation administrative qui veut que toute condamnation mise soit d'abord soumise au chef de l'État. C'est pas, il n'y a rien à, c'est automatique que ça arrive sur sa table. C'est à lui de décider maintenant d'accorder la grâce ou pas. D'accord. Je reviens à vous dans un instant. Professeur, il y a quand même que c'est une famille. Car moi, aujourd'hui, on observe que ce sont des enfants d'un même père qui se retrouvent dans cette situation. C'est quand même curieux, non? Oh, tout à fait curieux parce que déjà, aujourd'hui, quand nous suivons ce problème, quand la fille de la victime est présente, je ne sais pas si chez nous, en Afrique, plus grave encore en pays bamileke, qu'une fille comme celle-là qui perd son papa soit capable de biaiser sur l'auteur. Je voudrais rappeler qu'il n'est pas décédé. On a tiré juste une balle dans la jambe et on l'a amené après ça. Et on l'amène. Mais alors, les auteurs de ce coup, même si c'était ses oncles, son papa, je ne pense pas que soit capable de les couvrir en laissant ainsi son père dans cet état. C'est une situation assez délicate. Et comme m'a dit une maman dans un reportage tout à l'heure, une maman pourtant âgée mais très très francisée, elle dit, et elle est étonnée, que pour abattre un homme ou l'assassiner, est-ce qu'on a besoin d'aller conjurer qu'une femme qui avait les moyens peut-être pour certaines raisons propres à elle d'éliminer un mari, avait-elle besoin d'aller inviter 7 membres de sa famille au rang desquels son papa pour aller poser un tel acte? C'est assez embêtant de comprendre. Mais comme nous le disions, quand c'est toute une famille, tout à l'heure quelqu'un l'a dit, que certains ont raté leur initiation dans les rites de succession. Et c'est ce que nous relevons, c'est à dessein que j'ai apporté ce livre, Les us et coutumes en pays bamileke, à l'intérieur duquel nous parlons exactement de la procédure de succession des sociétés, d'initiation dans nos sociétés. Dedans également, nous avons pris jusqu'à la procédure d'évacuation des cas comme ceci, parce que sous le plan juridique, comme il le dit, quelqu'un, tout un groupe est envoyé en prison. Mais même en Afrique, en l'absence de la colonisation, il y avait des moyens également de punir des personnes comme celle-là qu'on envoyait en exil hors du village en leur tapant la cendre au dos. Ça s'est relevé ici dans le cas d'un paria dans la société. Mais seulement, il y avait également les recours en grâce qui étaient accordés. Et quand j'en parle, pour ceux qui ont visité le Lamida de Ngaoundéré, je l'ai fait en tant qu'anthropologue, vous allez retrouver qu'il y a un Lamido qui a vécu 3 heures. Et pourquoi il a vécu 3 heures? L'étonnement nous amène sur la dynastie des Lamido à lire et on nous explique que c'est parce que lui, il avait commis des atrocités en tant que Lamido. Il a été chassé du village. Ça se passe en Ngaoundéré à côté de nous. Puis il a passé son temps à purger sa peine en exil. Et quand il a été question de relancer les votes pour un nouveau Lamido, il est revenu présenter sa candidature, s'étant suffisamment amendé. Il a réussi. Et au moment où on l'installe au trône, donc pour la fête, la joie excessive l'amène à péter les méninges et il meurt 3 heures après. C'est écrit en Ngaoundéré pour ceux qui visitent le Lamido. Je voudrais dire dans le cas d'espèce que même devant une telle situation, il y a quand même un moyen de regarder le poids du problème, parce que un patriarche comme celui-là, avec toute une famille, vous avez vu les ruines des maisons dans la concession, c'est regrettable. Et comme cela, je pense que quel que soit le crime commis, il y a à un moment donné
un moment pour un homme pour s'amender, et s'il s'amende, les milieux carcéraux ne sont pas là pour déformer les hommes, c'est pour chercher à ce qu'ils changent et qu'on les récupère dans la société. Très bien. En tout cas, docteur Djengwe, vous avez écouté, vous avez suivi les pleurs de ces femmes qui aujourd'hui restent les responsables de ces différentes familles. C'est des concessions abandonnées par des hommes qui se retrouvent en prison aujourd'hui. Elles sont seules à élever leurs enfants, seules à enterrer même ceux qui décèdent, seules à enterrer leur épouse. Ça a un impact quand même dans leur quotidien aujourd'hui. Des femmes qui n'ont pas de mari depuis 14 ans quand même. Monsieur Ndongo, avec votre permission, j'aimerais revenir aussi sur l'aspect de la procédure d'enquête qui mène à des condamnations comme celle-là, pour relever le fait qu'il s'agit d'un comportement qui est présumé criminel, n'est-ce pas, de la part de tous ceux qui sont aujourd'hui en cause et qui sont incarcérés, et que pour qualifier ce comportement, une enquête est mise en place et les professions comme la psychologie ou la psychiatrie, donc les professionnels de la santé mentale, ont aussi quelque chose à apporter dans la mise en évidence et la contribution à apporter des éléments de preuve qui permettent d'éclairer en fait l'enquête et peut-être mettre en évidence les faits qui peuvent être suffisants pour prononcer un verdict au tribunal. Et en l'occurrence, ici on voit bien que la probabilité que toute une famille soit une famille de criminels, c'est une probabilité qui est faible, même si ça peut exister. Mais pour ça, on a des éléments psychopathologiques qui peuvent être relevés sous la forme d'une évaluation standardisée et un profil de criminel peut être tout à fait mis en lumière et ça peut aider à se rendre compte que le risque que tout un clan soit des criminels nés, ce risque-là, parce qu'on peut le démontrer, ce n'est pas un risque faible. Donc ça augmente un peu la suspicion sur ce clan-là ou sur ce groupe. C'est tout à fait possible. Deuxièmement, il y a la possibilité, dans le cadre d'une expertise psychopathologique, d'une expertise psychiatrique, psychologique, avec les prévenus, les détenus, de mettre en lumière les possibles motivations, les possibles mobiles, les possibles rancœurs, les possibles frustrations, etc., qui pourraient alimenter, n'est-ce pas, des exactions comme celle-là, sur un plan individuel ou sur un plan collectif. D'autre part, la personne qui a été libérée au bout de 10 ans, on voit bien que, sur un plan psychologique, elle ressemble à quelqu'un de relativement influençable, n'est-ce pas? Quelqu'un qui présenterait une forme d'autonomie psychologique faible, c'est-à-dire qu'on peut l'influencer très facilement. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut mettre en évidence et montrer que s'il y a manipulation, ben on a su sur quel maillon agir et donc c'est peut-être lui le maillon faible. Et son témoignage maintenant va peser dans la décision judiciaire alors que finalement on lui a inoculé dans le cerveau une histoire qu'il devrait raconter. Et il s'en repent, n'est-ce pas? On voit bien à la fin qu'il regrette. Qu'est-ce qu'il regrette? Il regrette d'avoir dû se soumettre à l'intimidation ou aux menaces d'une certaine autorité. Et la conséquence de ça, c'est que sa famille entière est victime de quelque chose qu'il considère comme étant injuste. Et bien que libre aujourd'hui, il n'est pas libre psychologiquement, c'est-à-dire qu'il est resté solidaire de sa famille dans une condamnation qui est vécue comme quelque chose d'injuste avec un facteur aggravant sur le plan psychologique pour lui, c'est qu'il est devenu complice de l'injustice dont sa famille semble être victime. Et j'appuie à la suite, docteur, parce que cette situation est d'autant plus embêtante que s'il a été manipulé et a fait un faux témoignage, c'est qui a conduit à l'incarcération de tant de personnes. Et qu'aujourd'hui, ce soit lui qu'on laisse en liberté. C'est assez contradictoire par rapport à ceux qu'il a inculpés. Si c'est donc vrai qu'on l'a manipulé et il a menti, ça voudrait dire que tout le reste devrait être remis en cause et les autres, conséquemment, doivent être libérés. Ça, c'est vraiment mon point de vue. Maître, il a dit. Il a dit. Et voilà, on revient toujours sur ce que dit, qu'il y a des éléments dans ce dossier qu'il faut questionner, qui nous interpellent, qui ne
qui laisse un goût de flou. Oui, il y a du flou, il y a des angoisses même. Parce qu'on est quand même ici en face des gens qui sont condamnés à mort. Donc, il y a beaucoup d'éléments comme ça. Au fur et à mesure qu'on va éplucher ce dossier, il y a toujours une interrogation qu'on va se poser. Pourquoi on l'a assassiné? Vraiment, comme disait tout à l'heure le médecin, des frères qui se concertent pour mettre à mort un autre frère, c'est dans quel intérêt? Dans un témoignage également, on a suivi que c'est elle qui était la force. Non, mais il y a quelqu'un qui est assassiné. Lui, il va pourquoi? Qui perd sa vie? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on gagne à l'assassiner? Pour quelle raison, justement? C'est autant de questions. Oui, c'est des éléments qui permettent de quand même revoir, se poser des questions sur ce que a été effectivement la qualité de l'enquête. Et c'est ce que la cadette, justement, de la femme en prison dit. Elle, la cadette de l'inspecteur de police, qui dit que c'était ma soeur qui était le pilier de la famille. Et on ne peut pas comprendre. C'est sa fille. Oui, la fille qui parle de sa mère. La mère était le pilier de la famille. Pour quelle raison elle aurait assassiné son mari? Qu'est-ce que ça lui rapporte? J'aurais pu comprendre derrière qu'on me dise qu'on a visé une assurance maladie, une assurance vie, qu'on a pu viser un pactole qui était quelque part. Je comprendrais. On est dans une situation de misère. C'était un instituteur de la vieille époque, on peut imaginer combien il pouvait avoir. Franchement, 6 mètres à 4 ou 5 pour gagner quoi? Je n'arrive pas à voir. À qui profite le crime? C'est une des questions dans une enquête de sang, de crime de sang, c'est vraiment la première des choses qu'on se pose. À qui profite le crime? À ceux qu'on a vus en prison? Quand ils profitaient? Bref, c'est toujours assez inconfortable d'affronter une décision de justice alors qu'on n'a pas tous les éléments entre les mains. Mais à partir quand même de ce que donne comme explication Donatien, qui dit avoir été dupé par des gens, qui lui ont promis des choses qui n'ont pas été concrétisées par la suite. Et il lui dit avoir fait appel. Et lorsqu'il a fait appel, il était obligé de dire la vérité. Et c'est la raison pour laquelle il a écopé les 10 ans. Oui, mais on n'arrive pas à tirer les conséquences complètement de ce qu'il dit. Si évidemment on est en train de récompenser le fait que lui il a dit la vérité c'est laquelle, c'est qu'il a été manipulé. Alors si on l'amène sa peine de prison, pourquoi ne pas livrer les autres? Parce que ce qu'on dit, on a découvert que la vérité là-bas est devenue un mensonge aujourd'hui. Plus grave ne pas récupérer les manipulateurs. Mais s'il a été manipulé, ça n'a pas été une manipulation au téléphone. Ils sont là, ils sont connus des manipulateurs. Mais les noms des enquêteurs sont dans le dossier. Dans ce dit avoir reçu une arme au niveau de la tempe et on lui demandait... L'enquêteur, on sait très bien qu'il il était aveugle, même si l'arme était là, ce n'était pas une histoire de seconde. Ça s'est déroulé dans un processus au bout duquel il a quand même identifié qui était derrière lui avec l'arme. Peut-être qu'il n'a pas identifié, mais c'est que les éléments de l'enquête sont désormais infalsifiables. Celui qui a mené l'enquête, son nom figure. On retrouve le PV d'enquête, on ne sait pas peut être effacé, on sait très bien qui tel jour a interrogé telle personne. Qu'est-ce qu'il a posé comme question? Il a signé le PV en question. Au-dessus de lui, un chef d'unité qui effectivement vient corroborer ce qui s'est passé. Donc tous ces éléments sont disponibles. Si on veut chercher on peut vouloir recommencer l'enquête, même pour des raisons simplement de connaître la vérité, même si on ne peut pas le mettre en cause des décisions judiciaires. Encore que je voudrais vous dire, il y a ce qu'on appelle dans la matière pénale la révision d'un procès. Ça existe, la révision d'un procès. Donc on reconnaît là que la justice peut se tromper. Et la justice des hommes. En tout cas de cause aujourd'hui, ce n'est pas sur ce plateau de télévision qu'on va éplucher ce dossier, le mettre tout à part. Non, ce n'est pas ça du tout. Mais quand même, restons humains, soyons sensibles, écoutons les choses qui se sont passées, interrogeons-nous sur les éléments qui nous sont soumis à notre appréciation. C'est très important, c'est très très important. Il s'agit de la famille, des familles qui sont en détresse. Mais ne jamais oublier également qu'en face, il y a une famille victime. Il ne faut jamais l'oublier. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Il y a ceux qui sont là-bas qui ont entendu que leurs épouses sont parties parce que ne pouvant plus supporter la longue attente ou l'absence même de ces derniers, et d'autres qui sont décédés, des enfants aussi. C'est un coup fort pour ces derniers. Justement, ici, c'est tellement touchant parce que quand nous regardons les conséquences sur les femmes, par exemple, imaginez une jeune femme qui vient de prendre son époux. Ils ont à peine 2 ans de vie et elle a une première grossesse. Il y a dans cette famille, telle que nous avons regardé, des enfants
qui sont nés pendant que les parents étaient en prison. Donc il y avait des grossesses pendant qu'ils sont partis. On a au moins 8 dans ce cas. Et il y a ce jumeau qui est mort pendant que le père était en prison. Le survivant des jumeaux aujourd'hui à 15 ans, il n'est même pas à l'école. Donc quand nous regardons, vous pensez qu'une femme qui a pris un homme et elle n'a pas joui de l'homme, il est en prison. Vous croyez que cette femme va vivre comment dans le village? C'est forcément une femme qui a une insatisfaction sur le plan conjugal et qui est tentée de se retrouver n'importe où. Il lui faut beaucoup de force en ce moment pour dominer cette situation et rester égale à elle-même. Elle est tentée de divorcer et si c'est le divorce, c'est encore un cas social qui n'est pas facile à gérer. Et en plus, elle est là-bas, autour d'elle tournent les jeunes autour qui peuvent se dire que bon, ici, il n'y a personne. La pauvreté ambiante de la famille, comme elles nous ont dit, elles sont des cultivatrices. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On est ici à une situation où un mari n'a même pas pu assister aux obsèques de son épouse. Bon, vous voyez, dans tout le cas, nous avons des problèmes. Des enfants sont des mendiants. C'est des petits délinquants qui sont laveurs de voitures, cultivateurs, chargeurs à la gare routière, ainsi de suite. Les jeunes filles sont exposées à la prostitution, aller rencontrer des hommes pour trouver un bout de pain de manger. Donc toutes celles-là, elles se laissent traîner n'importe où. Et comme nous l'avons dit, les concessions, la preuve, elles sont là en ruine. Bravo pour le reportage, les concessions sont tombées. Pareil pour les plantations et tous les autres. Les vautours arrachent les biens de ces familles et nous restons donc dans une situation où on ne peut rien. Les litiges, même pour les chefs de famille, ne peuvent pas être exécutés parce que personne n'est là pour travailler dans ce cadre. Vous voyez donc que les conséquences sont énormes. Et c'est pour cela qu'à terme, on devrait comprendre qu'en mettant un tout petit peu à côté l'acte posé, on revoit les conséquences sur les victimes et de là peut revenir un essai de grâce pour comprendre qu'on devrait faire quelque chose. Docteur Djengwe, c'est davantage grave que de voir une femme qui passe 14 ans à attendre son époux sans avoir été tentée de regarder à gauche. Je crois que vous soulignez là un aspect important qui peut être compris à l'aune de ce qu'on appelle la victimologie, n'est-ce pas, en psychologie, psychopathologie, psychologie clinique. Et le premier versant, celui que nous avons commenté tout à l'heure, correspond à la psychocriminologie. Donc c'est ça qui va permettre de comprendre comment des individus peuvent être des acteurs ou des auteurs, n'est-ce pas, de crimes. Et ici, les sciences de la santé mentale peuvent contribuer de manière tout à fait pertinente à la mise en évidence des éléments probants pouvant aider la justice à se prononcer de manière juste. Donc, on voit ici dans cette histoire que malheureusement, et ça c'est la situation de notre pays, les professionnels de la santé mentale ne sont pas suffisamment représentés et je crois qu'on devrait appeler de tous nos voeux les formations qualifiantes pour que des professionnels compétents dans ces domaines-là puissent rendre service à la police, rendre service à la justice et aider justement à des enquêtes comme ça pour que les procès soient renseignés de la manière la plus pertinente possible, à la lumière justement de ces sciences qui ont la capacité de cerner la complexité du fonctionnement mental et de la personnalité. La personnalité, c'est quelque chose de très complexe et il y a des professions qui ont la capacité et qui sont outillées pour la cerner et fournir des éléments pour la comprendre et pour la prédire. Donc on peut prédire un comportement criminel. Donc ça c'est le côté un peu criminologique de la chose. Maintenant ce que vous soulignez est en rapport avec l'aspect victimaire. Et évidemment l'exemple que vous proposez, qui est donc celui d'une épouse, comment est-ce que à peine a-t-elle consommé donc son mariage, pourra-t-elle résister pendant toutes ces années? C'est une situation où il faut peut-être psychologiquement avoir l'endurance et des bonnes raisons, n'est-ce pas, pour résister. C'est comparable à ce qui se passe dans un deuil, à la différence que quand il y a un deuil, il y a un décès et ce décès avec les rites de veuvage ou les consensus sociaux donne une licence, une autorisation à la veuve afin qu'elle se refasse une nouvelle vie. Or, ici, est-ce que la veuve a la possibilité de se faire une nouvelle vie alors qu'elle n'est pas une veuve sur le plan justement social et même sur le plan psychologique et matériel? J'ai entendu dans le reportage une des victimes, parce que c'est une victime, dire « je suis devenue veuve sans être veuve ». Et un commentaire aussi
qui était un peu subliminal, qui consistait à dire que, en fait, il faut être très fort pour être encore là. Quand elle dit ça, il faut être très fort pour être encore là. Ça, c'est vrai. Ça laisse penser que toutes les conditions sont remplies pour qu'elle s'en aille ou qu'elle trouve peut-être d'autres options ou une alternative à sa vie. Et donc, qu'est-ce qui la retient là-bas? Qu'est-ce qui la retient là-bas? C'est peut-être la responsabilité de mère, la responsabilité d'épouse, et puis la co-responsabilité des victimes, parce que les victimes sont solidaires entre elles. Mais en termes de préjudice maintenant, parce que ça aussi, ça peut être évalué sur un plan psychologique, et ça se calcule en termes de nombre d'années de vie perdues. Nombre d'années de vie perdues. C'est en rapport avec le potentiel de réalisation et d'épanouissement de chaque individu dans les conditions normales. C'est-à-dire, si toutes les conditions étaient remplies, quelle aurait été l'évolution de chacun des protagonistes de cette famille? Où est-ce qu'ils en seraient aujourd'hui en termes de bien-être et d'épanouissement? Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui du fait, n'est-ce pas, de l'incident qui s'est imposé à la famille? Et donc, c'est l'écart entre ça qui permet donc d'établir le préjudice en termes de nombre d'années de vie perdues. Est-ce que la justice ou les verdicts qui ont été exposés donc, tiennent compte de ça? S'il fallait punir le crime, est-ce que punir ce crime suppose infliger ce nombre d'années de vie perdues à toute la communauté? Et donc ça pose le problème d'une justice peut-être qui se prononce en aggravant un peu. C'est-à-dire que le verdict est disproportionné peut-être parce que certes il y a une vie, n'est-ce pas, qui a été arrachée. Maintenant, les conséquences de ça sur les auteurs, est-ce que ce que toute la communauté et toute la famille va subir correspond à ce qu'on peut raisonnablement imaginer comme sentence ou comme punition pour les auteurs? Voilà la question que ça peut poser aussi, y compris sur le plan éthique. C'est vraiment douloureux de le savoir et de constater tout cela à travers des récits, à travers également les reportages qui ont été faits, Maître Minou, de savoir que toute une famille se retrouve en prison aujourd'hui, laissant derrière elle des enfants, des femmes pratiquement perdues. Elles peuvent se livrer à n'importe quoi. C'est malheureusement une réalité à laquelle on est confronté. Mais je pense que par pudeur, il vaut mieux pas envisager de discuter de cet aspect. Mais je voulais tout à l'heure attirer l'attention du médecin sur ce rapport qui suscite chez moi quand même quelques interrogations, un intérêt entre l'enfant de la victime et les épouses des personnes qui sont censées être les bourreaux du père. C'est une harmonie qui contraste avec les faits. C'est quelque chose qu'il faut relever tout de même, docteur. Bien sûr, je crois que tous sont des victimes. Oui. Voilà. Donc un père qui est tué, c'est un crime. Oui. Et donc les victimes de ce crime qui sont sa progéniture, mais ont des interactions apparemment cordiales avec les parents ou la famille des présumés bourreaux. En prison. Et c'est à ce niveau qu'on doit aussi se poser la question, et je crois que l'anthropologue est bien placé pour nous éclairer là-dessus, sur les valeurs, n'est-ce pas, traditionnelles, les valeurs traditionnelles en termes de réconciliation, en termes de pardon. Si c'était vraiment les auteurs, je pense comment on fait pour désamorcer et exorciser un crime au niveau traditionnel, au niveau coutumier? On a le sentiment ici que le statu quo au niveau judiciaire met un peu en suspens aussi cet aspect traditionnel, symbolique, qui peut-être aurait mérité d'être convoqué pour favoriser, n'est-ce pas, une restauration du lien social, de l'harmonie au sein de la communauté. Donc l'exemple qui est vécu de manière directe dans le type de contact, le type de relation, le type de communication que l'on observe entre les victimes des deux camps, est là pour suggérer que probablement une justice, n'est-ce pas,
a failli. Voilà, une justice un peu plus juste n'a pas été prononcée. Oui, il y a un problème quelque part. Alors, on a entendu un témoignage tout à l'heure d'une dame qui disait que pendant les cérémonies de deuil, la femme, je voudrais dire la première femme, disait à ses enfants de ne pas trop parler parce qu'un acte avait été posé. Pour dire qu'aujourd'hui, les deux familles, que ce soit les enfants de la première, les enfants de la deuxième, ne s'accordent pas sur un certain nombre de faits parce qu'il y a eu mort d'homme et parce qu'une maman a décidé de ne plus être ou de ne plus avoir des contacts véritables avec l'autre. Et ça crée donc véritablement cette scission. Je me réjouis de croire qu'on a tourné ce problème pour revenir. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est à dessein, peut-être, que j'ai apporté les us et coutumes en pays Bamileke, dans lequel ce problème est même relevé. Il existe dans la société africaine une manière pour rompre le lien de sang. On appelle ça, c'est assez délicat et rare, mais elle existe. C'est-à-dire qu'on peut arriver à un niveau des incompréhensions totales, faire une rupture du lien de sang, tel que vous qui étiez mon frère utérin, vous ne l'êtes plus, au point où, peut-être pour illustrer à une certaine haute valeur ce problème, que je sois capable même d'épouser votre fille. Bon, voilà, ça, il y a des possibilités de rupture de lien de sang. Mais seulement, c'est des cas tellement extrêmes qu'on peut assister à une fois en un siècle. Donc, c'est des choses très, très délicates. Et autant faire que se peut, on évite que ça arrive, parce que le cas posé, ça crée vraiment cette interaction. Un monsieur a deux épouses, la première et la deuxième. La première est encore là. Le monsieur est assassiné et la deuxième, je suppose, elle est soupçonnée de baigner dedans. Or, la deuxième a des enfants, la première en a. En ce moment, vous pensez quelle organisation en société traditionnelle africaine peut permettre que l'enfant de la première femme cesse de s'appeler le frère de l'enfant de la deuxième femme? Ça veut dire que forcément, ils sont liés et ils sont liés à vie. Maintenant, si l'acte a été posé et que les parents de cette deuxième femme sont soupçonnés, ils gagneraient quoi? Éliminer leur beau, donc le père de leur petit-fils. Et ce sera tellement délicat que c'est eux encore qui ont le poids d'élever ces enfants. Et c'est tellement difficile. Les rites se passeront comment? Je me réjouis que le docteur a relevé le problème des rites de veuvage. Nous l'avons discuté sur ce plateau où nous disons que les rites de veuvage à la femme ne sont pas un blocage pour elle, c'est beaucoup plus une libération pour elle parce que c'est à partir de ce moment qu'on coupe la liaison qui la liait à l'homme défunt. Et c'est à partir de ce moment qu'elle est libre de convoler à juste noces avec quelqu'un d'autre. Bon, donc voilà l'organisation de cette société où nous nous retrouvons dans un cas très délicat parce que quand les plaies se cicatrisent, les conséquences ou bien les qui étaient là reviennent d'elles-mêmes. Ce papa en prison, honnêtement, aucun problème n'est résolu avec tous les 7 qui sont ou 6 qui restent en prison par rapport au crime posé. Nous avons bien dit, nous ne négligeons pas qu'il y a eu mort d'homme, mais toutes les plaies finissent par se cicatriser et quand elles ne peuvent pas se cicatriser, elles pourrissent et on disparaît. Alors, il y a espoir que ces deux familles se remettent? Oui, il y a très grand espoir parce que on dit, oui, on le dit, sur le plateau, si vous voyez les corrélations, filles, tantes, et ceci et cela. Et quand vous avez fait le tour, vous avez vu tout le monde, je ne sais pas, dans votre reportage, avant que vous n'ayez été partiel, quelque part, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui ne souhaitait pas qu'on arrange ce problème. Donc, dans tout le reportage et sur le plateau, ça veut dire que nous pensons qu'il y a espoir, on peut arranger ce problème. Et il serait même souhaitable qu'on l'arrange. Alors, c'est une possibilité, maître? Oui, on va le tourner dans tous les sens. En cas de condamnation à mort, la seule personne, le seul recours qui reste, c'est Monsieur le Président de la République, qui exerce son droit de grâce. C'est bien pour ça que toutes les personnes qui ont eu à invoquer un acte majeur, comme vous avez dit, en dehors du miracle de Dieu, il n'y a que le droit de grâce du chef de l'État qui peut venir sortir de cette situation. Et la circonstance s'y prête bien. Il vient de prêter serment, il vient de fêter 36 ans. La fête peut être aussi célébrée entre... Il a rappelé qu'il est garant de la vie de tous les Camerounais. Donc on peut jouer ici de la force de l'expérience pour avancer vers cette réconciliation. En tout état de cause, les familles ont lancé un appel au chef de l'État. La réponse, chacun attendra la réponse. Elle n'est pas forcément positive, mais c'est déjà assez courageux
d'avoir pensé à solliciter, à convoquer le gouverneur de grâce du chef de l'État. Bénédicte, vous êtes avec nous sur ce plateau. C'est vrai que vous n'avez pas parlé depuis. Vous êtes, je voudrais dire, l'un des enfants de cette famille. Vous avez écouté les experts qui sont là. Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'espoir à l'horizon? Oui, à les entendre parler, je suis déjà un peu motivée. Et j'espère que le président va vraiment faire quelque chose pour nous. Parce qu'on le souhaite de tout cœur. C'est notre souhait là-bas. C'est tout ce que nous souhaitons. Mais comment faire véritablement pour trouver la solution à ces problèmes? Mais que le mécanisme administratif prévu pour que le président soit informé de cette condamnation à mort et qu'il soit en mesure d'exercer le droit de grâce, que ces mesures administratives soient remplies. Ça va partir d'où? Oui, mais dès lors que la condamnation, puisque la loi le prévoit, toute condamnation doit être soumise au chef de l'État, toute condamnation à mort doit être soumise au chef de l'État pour l'exercice du droit de grâce. Donc, l'organisation administrative est prévue dès lors que la décision est définitive et effective. Si la Cour suprême a rejeté le locaux en question, la décision devrait être transmise au chef de l'État pour l'informer de ce qu'à tel endroit, notamment à la prison centrale de Bouddha, à la prison de Bouddha, il y a des personnes qui ont été condamnées à mort. Mais peut-être il voudrait plus comprendre en demandant est-ce que c'est la famille qui a Non, c'est pas la famille, c'est pas la famille, c'est pas la famille. C'est une organisation administrative, je vous l'ai dit. Et si elle n'a pas intérêt, maître? Non, c'est pas une question d'intérêt, c'est pas une question d'intérêt. C'est prévu par la loi, c'est une obligation. Mais ça fait 14 ans, maître, parce que s'ils sont ici, quelqu'un a forcément provoqué l'arrivée sur le plateau de cette famille. On ne peut saisir le chef de l'État que lorsque la condamnation est définitive. Au niveau de la première juridiction, elle n'était pas encore définitive parce qu'ils ont formé appel. Au niveau de la cour d'appel, la décision n'est pas définitive parce qu'il y a un recours en cassation. Donc maintenant, si la Cour suprême a vidé sa saisine, a se prononcé sur le recours en question, la décision devient définitive au cas où la condamnation à mort est maintenue. Dès lors que la Cour suprême a statué sur le recours et que la condamnation à mort n'est pas effacée, désormais, la décision doit être transmise au chef de l'État pour l'exercice du droit de grâce. C'est aussi simple que cela. Il ne s'agit pas d'une démarche forcément encore complexe, comme nous connaissons dans nos administrations. Non. Oui, docteur. Je ne voudrais peut-être pas faire preuve de pessimisme, mais j'exprime juste une inquiétude. Oui. Parce que 14 ans de prison, quand on connaît aussi, en termes de qualité de vie, les conditions dans lesquelles les détenus sont maintenus dans nos prisons, la dégradation de l'état de santé, c'est d'une certaine manière une exécution indirecte de l'arrêt de mort ou de la condamnation à mort. Donc c'est cette inquiétude que j'exprime en me demandant si le temps d'espérer qu'une grâce éventuelle soit prononcée, mais les conditions dans lesquelles ils se trouvent les maintiendront en vie afin qu'ils aient la chance de savourer et d'apprécier une éventuelle grâce. C'est aussi une façon de plaider en faveur de l'amélioration de la prise en charge médicale, psychologique des détenus et de l'amélioration du confort, et des conditions de vie dans le milieu carcéral. Puisque le fait d'être privé de la liberté, et je crois que maître, vous ne me démentirez pas là, c'est une condamnation suffisamment grave. Et le reste, en tant qu'être humain, par rapport à la dignité, par rapport à l'intégrité de l'être humain que nous sommes, nous est acquis. On ne peut pas nous l'enlever. Le droit à la santé, le droit à l'alimentation, le droit à une vie relativement sécurisée, c'est quelque chose qui ne devrait pas nous être enlevé au motif que l'on est condamné à une peine fût-elle à mort, n'est-ce pas, une condamnation à mort. Donc c'est cette inquiétude. Docteur, il faut quand même rappeler qu'ils sont âgés entre 50 et 72 ans aujourd'hui. Donc tous sont pratiquement atteints, sont de l'autre côté, je voudrais dire, après 50 ans, on peut déjà penser à autre chose. Quel est leur état de santé actuel? C'est ça. Quelle est leur espérance de vie? Prof. Oui. Moi, devant cette situation, maître, c'est pas que je suis sceptique, c'est justement parce qu'il y a des gens qui ignorent que les enseignements progressent. Dans cette situation, je suis en train de continuer à penser que la lenteur que nous avons fait, en sorte qu'il y a des anecdotes qu'on nous a racontées. Quelqu'un dit un jour qu'on a vu une antilope qui galopait dans la forêt à toute allure. L'éléphant lui demande, mais pourquoi cours-tu? Il dit, on est en train d'attraper toutes les chèvres du village. L'éléphant lui rappelle, mais tu n'es pas chèvre.
Et l'antilope de lui dit qu'il faudrait au moins beaucoup d'années pour que je prouve que je ne suis pas chèvre sur ma trappe. L'éléphant aussi s'est mis à galoper, ils ont tous fui. Ça veut dire que cette situation, vous attendez que ça déclenche quelque part. Je pense qu'avec la chance que vous soyez là, je prierai la famille de s'approcher à vous pour qu'au moins à partir de la base quelque chose soit initié, parce que le regard social est en train de faire son travail. Mais rien ne nous certifie que ça déclenche une procédure à ce niveau-là. Voilà mon point de vue. Les pouvoirs publics regardent ce programme, donc, et même les décideurs, vous comprendrez que à tout moment, ça peut changer. Nous l'espérons. Voilà. Maître. Oui, je ne peux pas dire autre chose que de prier que le cri de cœur de cette famille parvienne au plus haut sommet de l'État. Vraiment, c'est une coïncidence peut-être pas... comment je vais dire, c'est pas une coïncidence qui est due au hasard, non. Ils arrivent sur le plateau au moment où exactement on a souvent l'habitude de voir des décisions de remise de peine ou de commutation de peine. Donc au vu des éléments qu'on a pu recueillir au niveau de ce plateau, l'apaisement serait la bienvenue dans cette famille. Alors, vous avez rappelé quand même sur ce plateau qu'en pareille circonstance, on peut révisiter le dossier pour comprendre. Non, c'est ça. Le droit de grâce, c'est pas moi qui le dis, il s'agit pour le chef de l'État soit de commuer la peine, si c'est une peine à mort, en peine à vie ou à peine à temps, soit alors de faire une remise de peine pour ceux qui sont condamnés à temps. Si vous avez une condamnation de 20 ans, parfois on vous ramène ça à 10 ans, à 5 ans, bref, voilà, c'est donc soit une commutation de peine, soit une remise de peine. Elle peut être totale ou partielle, comme elle peut être également conditionnelle ou pas. Dès lors que, si on parle de la peine, des peines, donc c'est le chef de l'État qui exerce ce droit-là. Pour la peine de mort, c'est le droit de grâce, c'est lui qui l'exerce. Et donc, à ce moment, il décide. On a vu des gens qui étaient condamnés à mort avant, qui, par la grâce présidentielle, ont eu une condamnation à vie. Et plus tard, cette condamnation avait été commue en peine à temps. Et au fur et à mesure, il a accumulé des remises de peine. Et puis, il est passé à condamnation. Moi, il a fini par retrouver la liberté, par application du jeu des remises et des commutations de peine. Docteur Herrero, nous allons sortir de cette deuxième partie, mais je voudrais savoir, pour ces familles aujourd'hui qui sont touchées moralement, qui n'ont plus une assise forte sur le plan de l'évolution des affaires dans leur famille, dans leur village, et ces familles ont quand même besoin d'un soutien psychologique. Je crois que vous mettez le doigt sur une des conséquences qui, quelquefois, sont difficiles à mesurer, mais qui sont cruciales. C'est le trauma psychologique, qui est souvent le résultat de situations comme celle-ci. Et là, on voit bien que à un niveau individuel, chacune des personnes est impactée par ce qui est arrivé à la famille. Et ceci a pour effet de désorganiser le fonctionnement psychologique, les relations et la capacité même pour chacune de ces personnes de se projeter et se réaliser dans la vie. Donc ensuite, il y a des aspects directs liés au comportement et à la santé mentale qu'on peut tout à fait évaluer. Ici, il serait question, en attendant justement que peut-être la justice évolue dans le sens qui est espéré, qu'on aide les victimes à recouvrer une certaine sécurité, une certaine sérénité, et peut-être qu'ils commencent à avoir foi, n'est-ce pas? Foi dans une justice, foi dans leur capacité à reprendre leur vie là où elle s'est arrêtée. Parce que la conséquence du trauma, c'est d'enfermer quelqu'un dans une impasse. Donc la vie patine, on fait du surplace et on n'avance pas. Donc une aide et un soutien psychologique ici aiderait à sortir de ce trauma et aiderait peut-être à recouvrer des ressources pour avoir la foi dans une justice, peut-être avoir la foi dans autre chose que les églises réveillées et avoir la foi aussi dans les capacités individuelles de se reprendre en main et de se réaliser. Alors ça c'est pour les femmes. Maintenant, dans le cas où ce que tout le monde souhaite ici, c'est-à-dire voir ces personnes bénéficier d'une grâce et se retrouver à la maison, ces détenus auront également besoin de se refaire une santé mentale. C'est déjà maintenant, c'est-à-dire pendant qu'ils sont en détention, que leur santé physique et mentale doit être prise en compte en termes de droit. Parce que la santé, c'est un droit. Et donc, c'est maintenant qu'il faut leur offrir une attention psychologique qui va les aider à ne pas
subir une double peine, c'est-à-dire qu'ils sont déjà incarcérés, c'est une peine, et puis le fait que leur santé physique ou leur santé mentale se dégrade, c'est une condamnation supplémentaire qui n'est liée à aucun chef d'accusation. Donc là, si on avait la possibilité d'aller auprès de ces détenus là où ils se trouvent en prison et commencer à s'occuper dès maintenant de leur santé, là probablement ça augmenterait les chances que le moment venu de bénéficier de cette grâce qui est appelée des vœux de tous, mais qu'ils aient la capacité de savourer, n'est-ce pas, une liberté qu'ils ont tant espérée, et puis la douceur d'une liberté peut-être qu'ils n'auraient jamais dû perdre. Merci. Professeur, nous sortons de l'émission. Qu'est-ce qu'on devrait retenir pour ces familles finalement? Ce que nous devons qui est faisable. Oui, ce que nous devons retenir, c'est que sous le plan de la société, il y a beaucoup de pertes. Les enfants souffrent énormément quand les parents sont dans cette situation. Les épouses également. Les tâches familiales et les responsabilités au niveau des villages sont perdues. Les initiations des enfants et autres personnes, comme nous l'avons dit, sont des conséquences incontournables, et pour le moment, je crois bien que lorsqu'on a chicoté un enfant, comme on dit en pays bamileke, on devrait le chicoter, le ramener à la maison et jeter le bâton plutôt à l'extérieur. Ça, c'est pour le cas qui nous concerne directement. On ne devrait pas croire que le séjour en prison plus longtemps va faire autre chose, parce qu'on a dit le séjour dans l'eau n'a jamais changé un tronc d'arbre en crocodile. Mais seulement si c'était pour les redresser, je crois que 14 ans c'est suffisant pour qu'on comprenne des erreurs et qu'on revienne aux bonnes mœurs. Merci pour ce. Docteur, nous sortons du programme. C'est lui là-bas. Je voudrais dire maître. Pardon. Oui. Pour peut-être dire des choses comme elles se passent souvent, il faut quand même relever qu'en matière d'exercice du droit de grâce, très souvent les crimes de sang sont écartés. Donc ce serait une opération assez délicate, mais quoi qu'il en soit, ça reste encore la possession du chef de l'État. Maintenant, sur le plan de la technique procédurale, je l'ai dit, il existe encore ce qu'on appelle, il existe aussi ce qu'on appelle le recours en révision d'un procès. S'il y a des éléments qui permettent dans ce dossier de convaincre les hauts juges de ce que le droit a été mal dit, ce n'est pas, il ne faudra pas hésiter. Donc, il y a donc ces deux voies qui ouvrent de l'espoir, l'exercice du droit de grâce, même si ça se rétrécit parce qu'il s'agit d'un crime de sang. Il existe encore le recours en révision si on a des éléments prouvants qui permettent de remettre en cause ce qui a conduit dans la décision qui est attaquée. Bénédicte, votre vœu c'est quoi? De voir vos parents sortir de la prison? Mais rien que ça. Rien que ça. Je ne demande pas plus. Merci. Merci à vous, chers messieurs. Merci d'être venus sur ce plateau. Vous allez rester avec nous parce que nous allons vous proposer d'autres reportages. Je voudrais dire des cas sociaux très souvent enregistrés dans le cadre de cette émission Regard social, et des cas, vous les aurez donc à l'appel. Mais seulement, nous disons déjà merci à ceux qui contribuent chaque fois qu'il y a un cas social diffusé sur les antennes d'Equinox et dans le cadre de Regard social. Juste après, nous allons recevoir Irène Tembe après ce bout de reportage.
petite Belvia, Indira, 4 ans, assise au milieu de ses géniteurs. Cette fillette qui a perdu le sourire est très malade. Son bras gauche est entaché. Chaque fois que la petite Indira se tord de douleur. Ndokmo Sylviane, sa mère, est désemparée. Elle est désemparée depuis que sa fille est malade. Quand je vois ma fille Indira avec cette maladie, ça me dérange beaucoup. Parce qu'elle ne me laisse pas dormir dans la nuit à cause de sa santé. Je ne peux pas manger à cause de sa maladie. Moi, je travaillais un petit kiosque là-bas en haut que je faisais la couture, c'est ça. Je travaille un peu d'argent, j'économise, je mets toujours sur, je dépense toujours pour sa maladie. J'ai fermé, je ne travaillais plus à cause de la santé de ma fille. J'ai déjà du temps dépensé jusqu'à je n'ai plus l'argent pour l'amener encore à l'hôpital. C'est pour ça que je suis venue vers vous, si vous pouvez m'aider. Pour les cas que je vois souvent à Equinox. Et voilà le cas de la petite Indira, 4 ans, qui souffre du cancer du bras. Irène Tembe, bonsoir. Bonsoir Flavien. Et bienvenue une fois de plus sur ce plateau pour nous donner la situation financière de ces différents cas. Bien vrai que c'est un jeudi noir, nous allons quand même continuer le travail en donnant les différentes contributions de la petite Indira. Nous avons l'association Cercle des Amis Éclairés, CAE, 100 000 francs. Monsieur Kolopol, 15 000. Une chrétienne, 5 000. Famille Niam Anatole, 2 000. Fabrice Nomsi, 2 500. Jasni Fossi, 10 150. Anonyme, 4 000. Le couple MJS, 5 250. Bida Makana, 2 000 francs. Stéphane, 2 000. Une chrétienne de l'Orbesso, 1000 francs. Ngobatoum, 5 000. Silatsa Ngoufak Judith, 1500. Famille Tamokunga, 2 000. Madame Gayeb de Yaoundé, 5 000. Bienfaiteur, 1000 francs. Bienfaitrice, 2 000. Madame Veuve de Marois, 2 500. Ticha Vedo, 4 500. Martin de Conatry, 30 000. Maman Annick de Bafoussam, 2 000. Boulangerie Le Bouquet, 5 000. Famille Le Gop Emmanuel, 10 000. Monsieur Kougnofo, 3 000. Justice de Bertois, 5 000. Victoire, 2 500. Blaise Lingom, 2 000. Armel, 1000 francs. Un chrétien de Douala, 500. Bienfaiteur, 50 000. Ndia Ndi, 5 000. Francine Solange Thio, 5 000. Bienfaiteur, 2 000. Famille ZT de Limbe, 2 500. Bienfaitrice, 7 000. Makona, 5 000. Rosine Z, 5 000. Bienfaiteur, 1000 francs. Bienfaitrice de la Guinée, 5 000. Boucheko Olivier, 1000 francs. Ce qui nous donne pour le cas de la petite Indira atteinte du cancer au bras
un montant de 1 582 791 francs CFA. Alors, on va dire merci à ceux qui contribuent et ceux qui viennent voler au secours de toutes ces personnes qui souffrent. Parce que, comme on le dit très souvent sur ce plateau, nul n'a le droit de vivre tout seul. Tout à fait. Alors, il y a également le cas de Gabriel. Tout à fait. Il y a également le cas du petit Gabriel, son testicule. Les contributions sont les suivantes. Koyopol, 15 000. Association Cercle des Amis Éclairés, CAE, 100 000 francs. Famille Niam Anatole, 2500. Noumsi Fabrice, 2500. Famille LBT de Bonamoussadi, 2500. Mathias, 2000. Anonyme, 4000. Le couple MJS, 5250. Ngobatoum, 5000. Silatsang Goutfa Judith, 1500. Madame Gayeb de Yaoundé, 5000. Ngatsi, 1500. Mojo de Yaoundé, 500. Bienfaiteur, 2000. Bienfaitrice, 2000. Couple Fautué, 20 000. Madame Veuve de Marois, 2500. Chicha Verdo, 3 000. Martin de Conakry, 30 000. Famille Le Gop Emmanuel, 10 000. Bienfaiteur Victoire, 2500. Bienfaiteur, 50 000. Francine Solange Chio, 5 000. Une participante, 2 000. Mekoa Chenkep épouse Chonan, 5 000. Bienfaiteur, 2 000. Henri Tagné, 2 000. Bienfaiteur de Bepanda, 5 000. Famille ZT de Limbe, 3 000. Makona, 5 000 francs. Ce qui nous donne pour le cas du petit Gabriel un montant de 1 085 097 francs CFA. Alors, donc c'est pour le petit Gabriel qui est né sans testicule. Et il y a également notre cas. Oui, il y a également le cas de maman Sela, notre chère grand-mère qui est atteinte du goitre, qui entre en clinique dès ce soir, qui est déjà en clinique et qui a besoin, parce qu'elle va subir une opération chirurgicale. Et les contributions de Maman Sela s'élèvent à un montant de 1 470 000 francs, avec déjà les différentes dépenses qui ont été effectuées, à savoir les différents examens, les scanners, l'achat des poches de sang, la caution qui a été versée à l'hôpital. Maman Sela actuellement ne dispose plus de fonds. Elle a donc besoin de vous, chers téléspectateurs, pour pouvoir atteindre l'objectif de la guérison. Nous vous demandons donc de mettre la machine de la solidarité en place en composant les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94, le 675 35 25 16. Et nous ne serons sortis sans faire un coucou à maman Jacqueline qui a contribué un montant de 165 000 francs de la part de l'Hexagone en France. Également à la famille Bonne Volonté qui a contribué un montant de 15 000 francs CFA pour le cas de maman Sela. Nous disons déjà merci à ces bienfaiteurs et nous continuons à attendre vos différents dons. Merci. Merci à vous, Irène Tembe. Merci également à ceux qui nous ont accompagnés à la réalisation de ce programme. Georges Mitterrand, Dam, Eric Ouattad, Cédric Souniat, Séverin Tchoumban, Daniel Warren Zede, le réalisateur de ce programme. Jean-Paul Souniat également, qui était là pour le reportage. Emmanuel Ouapi a apporté une touche également au montage de ces éléments-là. Samuel Tchoufa, le chef opérateur de ce programme, merci, qui m'a aidé donc à réaliser ce programme. Merci à tous. Merci également au grand public qui est toujours avec nous tous les jeudis soirs. À vous également, Flavien Ndongo. Bonsoir.